75 ans. Pendant 75 ans, j'ai cru m'agripper à mes racines comme une feuille à sa branche, me nourrir du sang de ces êtres bénis qui m'avaient élevé, jusqu'au jour où, dans ce grenier poussiéreux, tout au fond du coffre à trousseau de ma mère, une vieille lettre m'a appris que je n'étais qu'une jeune pousse sans racines et que toute ma vie n'était qu'un doux mensonge tissé d'amour. Depuis la mort de mon cher Hassan, mon plus grand compagnon avait été de m'asseoir dans ce vieux fauteuil grinçant et de regarder par la fenêtre en respirant à plein poumon le parfum de la pluie qui se mêlait à la terre. Car chaque goutte semblait murmurer à l'oreille de mon cœur en ruine le souvenir de ces beaux jours passés avec lui, de nos douces conversations pendant qu'il arrosait les roses de notre jardin. Et c'est encore un de ces jours pluvieux où une lourdeur m'écrasait l'âme, que je m'étais décidée à monter dans ce grenier poussiéreux que je n'avais pas foulé depuis des années, sous le prétexte de chercher les petits chaussons de laine que j'avais tricotés de mes propres mains pour le futur bébé de ma petite fille Élodie. Mais au fond de mon cœur, je savais bien que ce que je cherchais réellement, c'était un instant du doux réconfort du passé, l'odeur de ma mère et de mon père imprégnée dans leurs objets. Lorsque je soulevai le lourd couvercle du coffre, l'âcre odeur de naphtaline envahit mes narines. Mêlée aux couvertures de soie soigneusement pliées par ma mère et aux photos militaires où mon père posait fièrement. Et là, sous ces souvenirs précieusement conservés, je découvris pour la première fois une petite boîte en bois sculpté dont j'ignorais totalement l'existence, si bien que mon cœur eut l'impression de s'arrêter un instant. Quand mes mains tremblantes saisirent cette petite boîte pleine de secrets, j'eus l'impression de ne pas tenir seulement du noyer, mais aussi tout le poids d'un secret capable d'ébranler jusqu'aux fondations de mon existence. Une voix sombre en moi me soufflait que ma vie ne serait plus jamais la même après ce moment. Tandis que mon esprit se remplissait du bourdonnement de cette voix annonçant l'écroulement de toutes mes certitudes et de mes souvenirs, je brisais avec effroi, mais aussi avec une curiosité irrépressible, la résistance froide du bois sous mes doigts, comme si j'ouvrais la tombe d'un ancêtre resté close depuis des siècles. Je soulevai lentement le voile de ce secret qui allait assombrir mon avenir. La première chose qui frappa mes yeux fut un minuscule chausson de bébé tricoté main, jauni par le temps, dont la présence ne s'inscrivait nulle part dans l'histoire de ma famille, supposée n'avoir eu qu'un seul enfant. Alors, des dizaines de questions sans réponse défilèrent dans mon esprit. Encore bouleversé par cette découverte, je pris entre mes doigts une vieille photo aux bords jaunis. Une femme inconnue me fixait, les yeux emplis d'une tristesse poignante, mais je ne trouvais dans ma mémoire aucun souvenir d'elle. Que faisait donc cette étrangère parmi les objets les plus précieux de ma mère ? Et c'est précisément à ce moment-là que j'aperçus, dissimulée derrière cette photo, une enveloppe jaunie, cachetée, sur laquelle ma chère mère avait écrit de sa main tremblante et familière « À ma chère fille Ruquillé ». Je compris aussitôt que les lignes que j'allais lire porteraient le fardeau le plus lourd que je devrais jamais assumer. Le temps sembla s'arrêter, et moi je demeurai seul, au carrefour le plus crucial de mon existence, rester dans l'ombre paisible mais mensongère d'un doux mensonge vieux de 75 ans, ou bien franchir le seuil de la lumière implacable mais sincère de la vérité, même si elle devait blesser mon âme à jamais. À cet instant, il me sembla que tous les sons de l'univers s'étaient tus.
Il ne restait plus que le rythme de la pluie frappant le toit du grenier et les battements sourds de mon cœur résonnant entre mes doigts serrant ce papier jauni. Car je savais que chaque mot que j'allais lire ne ferait que réduire en poussière à jamais mes souvenirs chéris, mon identité et mes racines. Lorsque mes yeux parcoururent cette phrase tracée de la main familière et tendre de ma mère, « Tu n'es pas de notre sang, mais tu es de notre vie, ma fille », le plancher de bois sous mes pieds disparut soudain et je fus précipitée dans un vide sans fond. Je ne savais plus qui j'étais, mes souvenirs s'effritaient et jusqu'à ma joie comme ma douleur semblait avoir été bâtie sur l'existence d'une autre. En découvrant dans la lettre que ce visage endeuillé de la photographie appartenait à la femme qui m'avait mise au monde, ma mère biologique, Claire, et qu'elle avait dû, en pleurs, confier son trésor le plus précieux, une part d'elle-même, à une autre mère pour me sauver de l'abandon, un élan de compassion indicible monta en moi, accompagné d'un manque profond envers ce visage que je ne connaissais pas. D'un côté, cette vérité me lacérait comme une trahison, mais de l'autre, le souvenir de ma mère adoptive, Marie, et de mon père, André, qui ne m'avaient jamais traité autrement que comme leur propre enfant, me rappelait combien ils m'avaient élevé dans un amour et un dévouement infini. Mon âme restait écartelée entre la douleur et la gratitude. Alors que la lettre brûlait comme une braise entre mes mains et que ces mots, un village au bord de la Méditerranée, résonnaient dans ma tête, je n'étais plus ni la fille de ma mère Marie, ni l'enfant chéri de mon père André. Je devenais une âme perdue, sans repère, dont le passé avait été effacé par quelques lignes d'encre et dont l'avenir s'annonçait aussi imprévisible que les vagues déchaînées de la Méditerranée. Le rayon fragile du soleil couchant qui perçait dans le grenier illuminait les poussières en suspension. Et moi, je restais immobile, comme enracinée au plancher. Dehors, les oiseaux annonçaient que la vie suivait son cours, mais au-dedans de moi, le temps s'était figé à l'instant où j'avais appris cette vérité. Chaque marche que je descendais de cet escalier familier me donnait la sensation de pénétrer non pas dans ma propre maison, mais dans l'antre d'un étranger, bâti de souvenirs qui ne m'appartenaient plus. Cette demeure n'était plus seulement mon foyer, mais aussi le témoin muet d'un secret immense que mes parents avaient porté en silence. En croisant les visages souriants de ces deux êtres qui m'avaient protégé toute ma vie, je ne ressentis ni colère ni rancune. Au contraire, une compassion brûlante me submergeait, mêlée de l'admiration devant la force qu'il leur avait fallu pour porter ce fardeau toutes ces années. Mais bientôt, chaque objet de cette maison qui m'avait autrefois apaisé, chaque tic-tac de l'horloge murale, semblait désormais me lancer un sourire amer, comme pour me souffler le secret qu'ils connaissaient et qu'ils n'avaient jamais osé dire. Et je me sentais terriblement seule entre ces murs. Enfin, dans le chaos de mes pensées effondrées, les mots de la lettre, un village au bord de la Méditerranée, clignotèrent comme un phare. Je compris alors que le commencement de ma vie ne se trouvait pas dans cette maison, mais quelque part au bord de la mer, dans un lieu inconnu où résonnaient les vagues.
Et peut-être fallait-il que je retourne à cette origine pour pouvoir écrire la fin de mon histoire. Sous la couette de dentelle brodée avec amour par ma mère adoptive, je me sentais pour la première fois de ma vie aussi seule et étrangère à moi-même. Mon esprit oscillait comme un pendule douloureux entre les souvenirs d'un passé de 75 ans bâti sur des illusions et l'image fantomatique de cette mère que je n'avais jamais connue mais qui m'avait donné le jour. Dans le miroir, je scrutais ce visage fatigué qui me renvoyait mon reflet. Dans la couleur de mes yeux, dans les taches de vieillesse de mes mains, je cherchais, d'une manière à laquelle je n'avais jamais prêté attention, une trace de cette femme au regard triste de la photo, ma mère biologique, Claire. Comme si découvrir à qui je ressemblais m'aiderait à comprendre enfin qui j'étais. À mon âge, l'idée de partir seul avec ma canne dans les rues d'un village côtier dont j'ignorais même l'existence pour y traquer les vestiges d'un passé peut-être disparu à jamais, fouettait mon âme d'une curiosité irrésistible tout en l'étreignant de la peur glaciale de l'échec et de la désillusion. Mais je compris bientôt que ce que ma mère adoptive, Marie, avait appelé son dernier souhait n'était pas une simple demande de pardon, mais bien une prière, que je découvre la vérité pour trouver la paix sans être écrasé par le poids du secret. Alors je réalisais que ce voyage ne serait pas une trahison envers eux, mais au contraire, le plus grand remerciement que je pouvais leur offrir pour la vie et l'amour qu'ils m'avaient donnés. Quand les premiers rayons du soleil vinrent éclairer ma chambre après l'obscurité de la nuit, je sentis aussi l'orage intérieur se dissiper. J'étais décidé. Dans l'automne de ma vie, je ne me laisserai plus ballotter comme une feuille morte au vent. Je plongerai dans la terre jusqu'à mes racines. J'entreprendrai ce voyage incertain, mais nécessaire. Même l'odeur du café noir que je préparais chaque matin depuis des années me sembla différente. Ce n'était plus seulement une gorgée pour commencer une nouvelle journée. C'était le breuvage qui donnait du courage à un corps fatigué, décidé à reconstruire une existence sur les ruines de 75 ans de mensonges. Découvrir que chaque mot inscrit sur ces papiers d'identité, ma prétendue vérité, n'avait été qu'un mensonge dit avec amour, me frappa comme une gifle. Tout ce que je croyais solide dans mon identité n'avait tenu qu'à un fil fragile. Alors je murmurai en silence, au plus profond de mon âme, à ma chère mère et à mon cher père adoptif, « Ce que je vais entreprendre n'est pas une ingratitude envers votre amour, mais au contraire l'achèvement de ce que vous avez commencé, la recherche de la première page manquante de mon histoire. » Au moment d'appeler le bureau d'état civil, j'eus conscience que ce geste serait le début d'un chemin sans retour. La simple question que j'allais poser à une voix inconnue pouvait suffire à ouvrir toutes les portes restées closes. Et lorsque j'entendis au bout du fil ce « Allô, je vous écoute », je soufflai d'une voix tremblante. Je cherche un acte de naissance datant de 75 ans. Mais dans le fond de moi, je savais que je ne cherchais pas qu'un document. Je recherchais aussi ma propre vérité, quelque part dans ce village inconnu au bord de la Méditerranée.
face à la voix lasse et indifférente du fonctionnaire, essayer d'exprimer dans des phrases banales, comme si je demandais une facture perdue, le frêle éclat d'espoir retrouvé sous les décombres de ma vie, les tempêtes qui déchiraient mon âme et le poids démesuré d'un secret de 75 ans, ce fut l'une des épreuves les plus dures de mon existence. Dans ce bref instant de silence au bout du fil, j'eus l'impression que toute ma vie tenait suspendue à ce mince cordon de téléphone. Tandis que j'attendais de savoir si mon passé se cachait dans quelque archive poussiéreuse, chaque seconde me pesait comme une éternité. J'étais une vieille femme oscillant entre l'espérance et le désespoir. Lorsque retentit enfin cette phrase simple, « Il y a bien un enregistrement », mes oreilles la reçurent comme un verdict. Je compris que les prochains mots scelleraient la fin de la vie que j'avais menée en tant que rouquillée et inaugureraient celle que je devrais vivre en tant que fille de Claire. Et ce fut ce nom, Argentières-sur-Mer, que je n'avais jamais entendu, que j'étais incapable de situer sur une carte, qui me parvint à travers le grésillement de la ligne. Dès cet instant, ce n'était plus un simple toponyme, mais le lieu sacré où s'étendaient mes racines, le nom imprégné des larmes de ma mère et de mon premier souffle. En raccrochant, je possédais désormais bien plus que l'évocation vague d'un village au bord de la Méditerranée. Dans ma main, je tenais un itinéraire concret, irrésistiblement attirant et terriblement effrayant, vers la petite ville où tout avait commencé, là où tous les secrets prenaient leur source. Voir apparaître sur un écran froid le nom de ce lieu dont j'ignorais la veille encore l'existence, avec son horaire, son tarif, sa réalité palpable, me chargeait le cœur à la fois de l'excitation enfantine d'une aventure jamais goûtée et du poids accablant de ce voyage sans retour. Dans ma petite valise, je ne glissais pas seulement quelques effets personnels, j'y enfermais les mensonges auxquels j'avais voué une vie entière, les souvenirs factices que les laissais derrière moi et cette vérité fragile, incertaine, que je partais chercher, tout le poids de mon existence. En faisant mes adieux aux fantômes de l'amour et des souvenirs incrustés dans chaque recoin de cette maison, je compris que le prix de ma quête serait ce foyer lui-même. Je ne pourrais plus jamais y revenir avec la même sérénité. Même à ma voisine la plus proche, je ne pus avouer ma destination. Je dus dissimuler sous un mensonge banal, je pars me reposer quelques jours, l'aventure la plus profonde de ma vie. Ce secret me rendait invisible, comme une héroïne clandestine dans le récit de ma propre existence. Et cette nuit-là, tandis que la petite valise m'attendait près de la porte et que le billet du matin patientait en silence, je restais allongée en guettant l'aube. Je savais que ce pas que j'allais franchir m'amènerait soit à la paix retrouvée de mes racines, soit à l'abîme d'une solitude sans fin. Le simple bruit métallique de la clé tournant dans la serrure résonna dans mes oreilles comme le gong marquant la fin d'une vie de 75 ans. Je compris alors que je ne laissais pas derrière moi une simple porte en bois, mais aussi l'innocente rouquillet qui avait vécu là, dans l'ignorance de la vérité. Au milieu des rires insouciants des jeunes partant en vacances, de l'agitation des familles impatientes de se retrouver et du va-et-vient monotone des travailleurs, je me sentais comme un fantôme invisible, une vieille femme solitaire poursuivant le plus grand secret de son existence. Lorsque les roues de l'autocar se mirent à tourner, m'éloignant peu à peu de tout ce que j'avais connu, chaque rue, chaque immeuble défilant par la fenêtre arrachait avec lui un fragment de mes souvenirs. Je n'étais plus qu'une passagère anonyme, détachée de mes racines comme de mon identité. Mais en quittant l'étouffement de la ville de béton et en respirant l'air chargé de terre et de mer, ce vent méditerranéen fit naître en moi une étrange familiarité, comme si mon sang avait oublié une mélodie que mon âme, elle, reconnaissait aussitôt. Puis vint ce moment où ce nom, jusque-là tracé d'une écriture tremblante sur un bout de papier, surgit concrètement sur un panneau routier,
Argentières-sur-Mer. Toute la patience accumulée pendant le trajet cède à la place à un mélange foudroyant de peur et d'excitation. J'étais à la porte de la plus grande confrontation de ma vie. Quand je posais le pied sur le sol de ce village, ce n'était pas seulement l'ultime marche de mon voyage. Je mettais un terme à l'histoire de la Rouquillet que j'avais été pour écrire la première lettre d'un récit nouveau, enraciné dans cette terre à laquelle j'appartenais depuis toujours sans le savoir. La sérénité presque féerique de ce bourg côtier, le parfum d'iode mêlé à celui du jasmin, emplissait une part de mon cœur d'une paix indescriptible, tandis qu'une autre part se souvenait qu'une tempête, une vérité douloureuse se dissimulait derrière cette tranquillité. En avançant dans les ruelles pavées toutes semblables, je sentais sur moi les regards curieux. Chacun semblait deviner que je n'étais pas d'ici, que j'étais venu lever un secret. Et dans leurs yeux, je croyais lire cette phrase muette. « Les réponses que tu cherches ne sont pas là. » Ce fut alors que je compris, le plus difficile n'était pas d'être parvenu à Argentières-sur-Mer, mais de savoir à qui, où et comment poser cette première question qui briserait 75 années de silence. Dans cet océan d'incertitude où je me débattais, l'enseigne discrète d'une pension m'apparut comme un phare à un marin égaré. Je sus que pour jeter l'ancre dans le port obscur de mon passé, il me fallait d'abord trouver un abri paisible dans mon présent. Als meine Fingerknöchel jene 3 schwachen Schläge gegen die Tür trommelten und sie im jahrhundertealten Schweigen der Gasse widerhallten, war es für mich nicht einfach nur ein Klopfen. Es war, als würde ich zum ersten Mal an die verschlossene Tür meiner eigenen Vergangenheit rühren, nicht wissend, was mich dahinter erwartete, erfüllt zugleich von großer Hoffnung und ebenso großer Furcht. Als sich die Tür öffnete und ich in die müden, doch neugierigen Augen der alten Frau blickte, einer Frau, die vielleicht die heiligen Hände ihrer Mutter besessen hatte, die mich einst zur Welt brachte, hatte ich das Gefühl, nicht nur einem Menschen, sondern dem lebendigen Gedächtnis dieses Dorfes gegenüberzustehen, dem Hüter meiner Geheimnisse. Während ich versuchte, jedes meiner Worte ruhig und schlicht klingen zu lassen, als wäre ich nur eine Reisende auf der Suche nach einer alten Nachbarin, kämpfte ich in Wahrheit darum, den Schrei des verwaisten Kindes in mir zu ersticken, das hinausschreien wollte: Wer war meine Mutter? Als ich den Namen meines Ziehvaters nannte und jenes schicksalhafte Datum von vor 75 Jahren, sah ich in den Augen der Frau ein flüchtiges Aufflackern einer Erinnerung, ein schwasser Funke, der mir in dieser endlosen Dunkelheit zum ersten Mal Hoffnung schenkte und mich davor bewahrte, dort und sofort zusammenzubrechen. Und als sie schließlich die Tür weiter öffnete und mit den Worten »Komm herein« einlud, setzte ich meinen Fuß über die Schwelle, nicht nur in ein nach Mottenkugeln und Erinnerung riechendes altes Haus, sondern in den ersten, mir völlig unbekannten Raum meines eigenen Lebens.
Die schwarz-weißen Fotografien an den Wänden, die Gesichter von Menschen zeigten, die vielleicht den Namen meiner Mutter kannten, die einst dieselben Straßen gegangen waren wie sie, machten mir bewusst, dass ich hier nicht nur als Fremde saß, sondern als jemand, der ungewollt Teil dieser Geschichte und dieser Familie war und nun Rechenschaft vor ihr ablegte. Als ich ihr mein größtes Geheimnis, die Lüge eines ganzen Lebens und die schmerzhafte Opfergabe einer Mutter durch den vergilbten Brief und das verblasste Foto anvertraute, hatte ich das Gefühl, meine Seele bis auf das Letzte entblößt zu haben. Während ich jede Regung in ihrem Gesicht beobachtete, jede Falte, jedes Zucken ihrer Augenbrauen, sowie eine Schülerin auf das Ergebnis der wichtigsten Prüfung ihres Lebens wartete, wusste ich: Ein einziges Wort aus ihrem Mund konnte entscheiden, ob meine wurzellose Existenz für immer ins Leere fiel oder endlich geerdet würde. Und als Frau Emilie schließlich erklärte, dass meine Mutter Ingrid nicht nur ein Gesicht auf einem Foto war, sondern ein wirklicher Mensch gewesen war, mit Schmerzen, Verzweiflung, und dass sie einst im großen Gutshaus der Familie Kaufmann gedient hatte, verwandelte sich meine vage Sehnsucht in eine greifbare, herzzerreißende Trauer. Und in dem Moment, als sie hinzufügte, dass mein unbekannter Vater ein Seemann gewesen sei und dass meine Mutter mit ihm in eine große Hafenstadt gezogen war, während ihr Finger auf die Ruine des Kaufmannschen Gutshauses wies, begriff ich, dass meine Suche hier nicht endete. Im Gegenteil, sie teilte sich nun in zwei Wege. Der eine führte in die stillen Mauern des Hauses, in dem meine Mutter litt, der andere hinaus ins stürmische Meer, zu dem mein Vater gehörte. Sous le regard curieux mais bienveillant de la vieille propriétaire de la pension, je pénétrai dans ce lieu empli du parfum innocent du tilleul infusé au feu de bois. J'avais l'air d'une voyageuse fatiguée, mais au plus profond de moi, chaque mot que je prononcerais pesait lourd, comme l'aveu d'un espion porteur d'un secret dangereux. Accrochée aux barres froides du petit balcon, l'idée que ma mère biologique, Claire, avait peut-être contemplé la même mer, rêvé ou pleuré devant ce même horizon 75 ans plus tôt, m'apporta pour la première fois sur cette terre étrangère le sentiment de ne pas être tout à fait seule. Son souvenir m'accompagnait, porté par le vent salé. Alors que je respirais l'arôme vif de la sauge qui s'élevait de ma tasse, je savais que la question apparemment anodine « Qui sont les plus anciens habitants du village ?» serait en réalité comme une pierre lancée dans un lac tranquille, dont nul ne peut prédire ce qu'elle fera remonter à la surface. Lorsque Madame Fournier évoqua feu Madame Sadier, la sage-femme qui avait mis au monde presque tous les enfants du village, et précisa que sa fille habitait encore dans l'ancien quartier, je crus sentir une corde descendre dans l'abîme de mes interrogations. C'était le premier fil, la première lumière d'espoir, et mon cœur battit si fort que j'eus l'impression qu'il allait s'arrêter. Ce soir-là, dans la petite chambre de la pension d'Argentière-sur-Mer, je n'avais plus seulement une image floue d'un passé incertain ou le visage inconnu d'une mère disparue. J'avais un but précis pour le lendemain. Frapper à la porte de la fille de Madame Sadier, celle dont les mains avaient été les premières à me recevoir dans ce monde. En écoutant le fracas de la Méditerranée au clair de lune, je passais la nuit à répéter 1000 fois les mots que je pourrais prononcer face à cet inconnu.
Lesquels seraient justes? Lesquels trahiraient ma fragilité? Je n'envisageais une seconde de m'abandonner au sommeil, car l'aube pourrait être celle de mon véritable réveil après 75 années de sommeil imposé. Le matin, face au miroir, je tentais de préparer non seulement mes vêtements, mais aussi mon âme à cette rencontre. Je voulais paraître ni quemandeuse, ni accusatrice, ni suppliante, mais simplement une femme fatiguée et digne à la recherche de la pièce manquante de son histoire. Sous mes pas, les vieilles pierres des ruelles semblaient chuchoter, et les maisons penchées les unes vers les autres me donnaient l'impression de marcher dans mon enfance oubliée autant que vers la demeure de la fille de Madame Sadier. Lorsque ses yeux scrutateurs cherchèrent à comprendre qui j'étais et ce que je voulais, je retins le tremblement de ma voix en demandant cette simple adresse. J'appris une fois encore qu'en poursuivant un secret, chaque geste doit être mesuré, chaque mot, même innocent, peut éveiller les soupçons. Et devant cette porte peinte en verre usée par le temps, je sus qu'elle n'était pas seulement l'entrée d'une maison, c'était le seuil de tout mon passé. La main qui allait frapper n'allait pas toucher le bois, mais effleurer à la fois mon plus grand espoir et mon plus grand désespoir. Le son étouffé de ces 3 petits coups frappés du bout des doigts sur le bois, résonnant dans le silence séculaire de la ruelle, n'était pas seulement la demande d'entrer dans une maison. C'était le premier contact avec ma propre histoire, verrouillée depuis 75 ans. Un geste empli à la fois d'un immense espoir et d'une peur indicible. Quand la vieille femme apparut derrière la porte, avec ce regard fatigué mais attentif, elle qui pouvait bien être la fille de celle dont les mains bénies m'avaient accueillie à ma naissance, j'eus la sensation de me retrouver, non pas face à une simple habitante, mais devant la mémoire vivante du village, la gardienne de mes secrets. Chaque mot que je réussissais à prononcer, je le disais d'une voix calme, feignant d'être une voyageuse en quête d'un ancien voisin. Mais derrière ce ton maîtrisé se cachait le cri étouffé d'un enfant abandonné. Qui était ma mère? Quand je soufflai le nom de mon père adoptif et la date fatale d'il y a 75 ans, je crus voir dans les yeux de la vieille femme une étincelle fugace, comme un souvenir qui s'allumait et s'éteignait aussitôt. Ce bref éclat devint la première lumière d'espoir dans ma nuit profonde et m'empêcha de m'effondrer. Lorsqu'elle m'invita à entrer, franchissant ce seuil, je pénétrai non seulement dans une maison imprégnée de naphtaline et de souvenirs, mais aussi dans la première chambre jamais évoquée de ma propre existence. Les visages figés sur les photos en noir et blanc accrochées au mur semblaient m'observer. Certains avaient peut-être connu ma mère Claire, peut-être avaient-ils partagé ses rues, ses souffrances. Je me sentais moins comme une invitée que comme une coupable, appelée à rendre des comptes devant l'histoire dont j'avais été privée. Confier à cet inconnu le poids du mensonge qui avait façonné ma vie,
l'ultime sacrifice d'une mère désespérée, à travers une lettre jaunie et un portrait délavé, me mit à nu, comme si je me dépouillais de toute protection. Face à elle, chaque tressaillement de son visage, chaque battement de ses sourcils en contemplant la photo de Claire était pour moi comme l'attente fébrile du verdict d'un examen décisif. Un mot de sa bouche pouvait me condamner à rester déraciné pour toujours, ou bien m'ancrer enfin dans la terre qui m'attendait. Quand Madame Émilie, en fixant le portrait de Claire, me révéla qu'elle n'était pas qu'une image figée, mais une femme qui avait vécu, souffert, respiré ici même, travaillant autrefois comme domestique dans le grand manoir Les Rois, mon amour imaginaire se transforma soudain dans un deuil tangible, déchirant. Et ce fut là que je sus, en apprenant qu'un père marin avait existé et que ma mère l'avait suivi vers une grande ville portuaire, que ma quête ne s'arrêtait pas à Argentière-sur-Mer. Elle se dédoublait. Une piste menait au silence des murs du manoir Les Rois, aux tempêtes de la mer qui avaient emporté mon père. En quittant la maison de Madame Émilie, porteuse désormais d'une part de l'histoire de ma mère, je marchais dans les ruelles obscures d'Argentière-sur-Mer en me sentant moins étrangère qu'auparavant. J'avais l'impression d'être une pierre manquante de ce sol. Chaque pavé semblait conserver l'empreinte de ses pas, chaque coin une larme versée. Moi, qui ne cherchais jusqu'ici que le visage endeuillé de ma mère, je découvrais soudain qu'un père marin faisait partie de mon récit. Mon histoire ne s'enracinait pas seulement dans la terre, mais aussi dans l'océan infini et tourmenté. Ce double héritage semait dans mon âme une curiosité nouvelle, mais compliquait encore la simple question « Qui suis-je » Je me trouvais à un carrefour décisif. Devais-je d'abord suivre les traces de ma mère dans ce manoir silencieux où ses rêves de jeunesse s'étaient éteints, ou bien partir sur les pas d'un père inconnu, perdu dans l'agitation des ports d'une grande ville ? En contemplant le regard résigné mais digne de Claire sur la photo, je compris que ma première tâche n'était pas de hisser les voiles vers l'histoire de mon père, mais de m'incliner devant les souvenirs de ma mère. Honorer le cri muet de celle qui avait porté sa douleur dans les murs où elle servit autrefois. Cette nuit-là, de ma chambre, je fixais l'ombre du manoir des Leroy qui se découpait dans le ciel. Je savais qu'au matin, en franchissant sa porte délabrée, je pénétrerais non seulement dans un bâtiment ancien, mais aussi dans les décombres des rêves inassouvis de ma mère et de mes propres origines. À chaque pas vers la colline, je gravissais plus que la terre, je gravissais le temps. Les bruits du village restaient en bas, emplacés par le souffle du vent et les battements précipités de mon cœur. J'avais la sensation de quitter le monde des vivants pour entrer dans celui des spectres. Lorsque j'entrais dans le jardin envahi par les herbes folles, autrefois résonnant de musique et de rire, le manoir se révéla à moi comme une tombe monumentale. Il avait englouti à la fois les espoirs fragiles de ma mère et la vie qui aurait dû être la mienne. L'air glacé, l'odeur de moisissure et de décrépitude emplirent mes poumons. Je ressentis jusque dans l'intime de mon âme l'angoisse de Claire, cachant sa grossesse entre ses murs, prisonnière de la peur et de la solitude dans un décor de richesse en ruine. Au-delà des salons autrefois fastueux,
Je descendis dans son véritable monde, la cuisine de pierre, la petite chambre de domestique à la fenêtre grillagée. Là, je vis la petitesse de sa vie confinée et la grandeur de ses rêves d'océan. Pour la première fois, je compris son désespoir concrètement dans ma chair. En posant ma main sur un mur humide et froid, je fermai les yeux. Je n'étais plus seulement une vieille femme courant après un fantôme. J'étais une fille revenue, même 75 ans plus tard, pour comprendre, honorer et dire adieu à cette mère qui, entre ces pierres maudites et sacrées, avait souffert, rêvé et choisi de me donner la vie. En quittant le manoir des Leroy, prison des souvenirs douloureux de ma mère, j'eus l'impression de laisser une part de mon âme entre ces murs glacés, comme pour tenir compagnie à son fantôme. J'avais accompli ici mon devoir de fille. Désormais, il me semblait légitime de chercher l'autre moitié de mon histoire, celle qui m'emmenait vers mon père. Je me surpris alors à imaginer cet homme marin que je n'avais jamais vu. Sur quel bateau avait-il navigué? Quelle mer avait-il affronté? Dans les nuits de tempête, pensait-il davantage à ma mère ou à l'océan? Et moi, n'avais-je pas reçu dans mon sang une infime particule de ce sel qu'il avait façonné? Je n'osais pas confier à Madame Fournier, cette femme sage et compatissante, que je partais dans une ville immense à la recherche d'un inconnu, comme si je creusais un puits à l'aiguille. Mais ces paroles, « Si tu veux retrouver d'anciens marins, va donc voir au Café des Marins, à Marseille, dans le quartier du Vieux-Port, m'ouvrir soudain une porte d'espérance. » Ces deux mots, tracés sur un bout de papier, Café des Marins, n'était pas seulement une adresse, il devenait ma boussole au cœur d'une cité monstrueuse, le premier pas vers cet homme sans nom, le premier murmure d'un chemin à suivre. Quitter Argentières-sur-Mer, ce village humain et familier, pour plonger dans Marseille, cette métropole démesurée et bruyante, me fit sentir que j'entrais dans la partie la plus difficile de mon voyage. Je passais d'un monde de terre et de mémoire à un océan d'anonymat, où le poids de mon secret semblait se dissoudre dans l'indifférence de la foule. Quand je franchis l'antique porte du quartier du Vieux-Port, ce fut comme pénétrer non pas seulement dans un marché grouillant, mais dans un labyrinthe vivant, saturé de siècles de joie, de peines et de secrets mêlés. Dans ce dédale d'échoppes et d'arcades, je serrais mon petit papier comme un trésor. Mais plus je cherchais, plus je craignais que ce café se soit effacé des mémoires, englouti dans la poussière du temps. Après la curiosité bienveillante d'Argentières, affronter la rudesse et l'indifférence de la grande ville me rappela douloureusement que j'étais seule. Je devais porter ce secret sans aide, avancer sans guide. Et soudain, à l'angle d'une cour calme, loin du vacarme assourdissant, j'aperçus une enseigne discrète, Café des Marins. Ses murs exhalaient le sel et l'anis. Là, je compris que je tenais enfin un premier port, un abri où traquer l'ombre de mon père et accoster ne serait-ce qu'un instant dans le tumulte de ma quête. Lorsque je franchis le seuil du Café des Marins, dont les murs noircis portaient la mémoire de centaines de tempêtes, l'air saturé de café amer et de tabac âcre, je me sentis comme une intruse. Je n'entrais pas seulement dans un lieu, mais dans l'univers clos et secret des hommes de mer, un sanctuaire où les étrangers n'avaient pas droit de citer. Avançant vers le comptoir, parmi ces vieux marins dont les visages burinés par le soleil et le sel ressemblaient à des chroniques vivantes, je portais non seulement le poids de mes pas, mais aussi celui d'une question vieille de 75 ans. Et ma voix tremblante demandant « Y a-t-il quelqu'un qui se souvient des tout premiers temps ?» me parut n'être rien d'autre que le cri désespéré d'un naufragé
appelant un navire invisible au milieu de l'océan. Les grognements indifférents qui montèrent des tables, les murmures fatalistes sur la profondeur insondable du passé achevèrent de briser mon fragile espoir. Comme le manoir des Leroy Argentière, cette grande ville semblait prête à réduire ma quête en ruine. Mais alors, d'un coin sombre, une voix grave et posée répondit, et je compris que le phare de la mémoire brillait encore. Quelqu'un avait choisi de ne pas oublier. Assise face à cet homme aux yeux où se reflétait à la fois le calme et la tempête de la Méditerranée, je sentis que j'étais prête à écouter le récit le plus important de ma vie. En déposant entre ses mains cailleuses la photo de ma mère Claire, je ne lui confiais pas seulement une image, je lui remettais la raison de ma quête, le vide de toute une vie et l'espérance de mes racines. Quand son visage s'assombrit de tristesse à la vue du portrait, puis s'éclaira d'un sourire à peine esquissé, je sus que j'avais accosté au bon port, trouvé la bonne mémoire. Et lorsque de sa voix voilée, le vieux capitaine Joseph me révéla le nom de mon père, Pierre Demers, je découvris qu'il n'était pas un fantôme, mais un homme de chair et de sang, un poète des mers, fou d'amour pour ma mère, un rêveur à l'âme ardente. Mais ce bref instant de bonheur fut brisé net par la vérité cruelle. Le Isère, le navire de mon père, avait sombré corps et biens dans une tempête. En apprenant cela, je compris que je retrouvais mon père au même moment que je le perdais de nouveau, et cette fois, pour toujours. Lorsque je compris que la tempête qui avait englouti le Isère 75 ans plus tôt n'avait pas seulement emporté un navire, mais aussi mon enfance inachevée, les rêves de père que je n'avais jamais connus et le dernier espoir de ma mère Claire, un deuil nouveau, mais vieux comme un siècle, s'abattit sur mes épaules. Et quand le capitaine Joseph me montra, du doigt tremblant, cette photo sépia où souriait un jeune homme au regard bleu comme la Méditerranée, je vis pour la première fois le visage de mon père, Pierre Demers. Mon cœur se serra à la fois de douleur, celle de ne l'avoir jamais rencontré, et de fierté douce amère. Je portais en moi une part de lui, un fragment de son passage éphémère sur cette terre. Errant dans la cohue assourdissante du vieux port, entouré de milliers de visages anonymes, je sentais combien ma quête intime semblait dérisoire face à l'indifférence du monde. Je demeurais pourtant seul dans mon univers silencieux, serrant contre moi ce visage retrouvé et ce destin brisé. Devant l'océan infini, tombeau anonyme et majestueux de mon père, je n'éprouvais ni colère ni rancune, seulement un respect douloureux pour sa vie brève et tempétueuse, et pour l'amour sincère qu'il avait partagé avec ma mère. Au soleil couchant, je réunis dans mon esprit son sourire lumineux et le regard endeuillé de Claire. Je compris que ma quête ne m'avait pas donné une famille vivante, mais un récit achevé. J'étais l'unique témoin de cette histoire douloureuse, mais enfin complète. Alors je sus que ma mission n'était pas seulement de découvrir leur destin, mais de réunir symboliquement ces deux âmes séparées par la vie. Ce que le temps leur avait refusé, je pouvais l'accomplir en tant que fille. Mon dernier voyage vers Argentière-sur-Mer n'était plus guidé par la peur, ni par l'innocente curiosité de mes débuts. J'étais devenue une messagère, ramenant les cendres d'un amour inachevé sur la terre qui lui appartenait. Dans ma main, le coquillage lisse ramassé au bord de la mer me paraissait être un signe envoyé par mon père, un salut des profondeurs, destiné à rejoindre la tombe invisible de ma mère. Sous l'olivier centenaire, entre le manoir en ruine où Claire avait servi et la mer où Pierre s'était perdu, je me tins au carrefour de leurs deux mondes. J'étais la seule à pouvoir les réunir, la seule à rendre justice à leur amour impossible. Et lorsque j'unis symboliquement la mer de mon père à la terre de ma mère, je sentis enfin s'envoler de mes épaules le poids de 75 années. Désormais, je n'étais plus l'ombre de leurs fantômes, j'étais l'héritière de leur histoire et la maîtresse de ma propre vie. Dans ce dernier voyage en autocar,
celui qui me ramenait aux ruelles familières que j'appelais ma maison, je sentais qu'en moi il n'y avait plus ni le vide angoissant de mes origines inconnues, ni le froid du manque d'un père. J'étais désormais la fille non seulement de la famille qui m'avait élevée avec amour, mais aussi d'un amour tragique, d'une mère déchaînée et d'une terre fidèle. Par cette porte que j'avais franchie autrefois, comme une femme perdue, écrasée par le poids d'un secret, j'entrais à nouveau. Mais cette fois, j'y revenais portant en moi l'histoire complète, bien qu'endeuillée, de mes parents véritables. J'étais une femme réconciliée avec ses racines, apaisée par la découverte de soi. En réunissant dans mon cœur l'image de ces deux âmes blessées qui m'avaient donné la vie, avec celle de Marie et André qui m'avaient protégé toute mon existence, je compris que ma famille était enfin entière. Il n'y avait plus ni mensonge ni ombre, seulement la vérité d'une vie tissée par l'amour, le sacrifice et le destin de 4 êtres liés à jamais. Quand je repris dans mes mains ces minuscules chaussons de laine qui avaient déclenché mon périple, je saisis que pour écrire une page neuve, il faut parfois tourner sans peur les plus sombres et les plus poussiéreuses pages du passé. Et, assise dans mon vieux fauteuil, les tempêtes apaisées, les secrets levés et toutes les pièces de mon existence replacées, je ne craignais plus ni les fantômes d'hier, ni les incertitudes de demain, car après 75 années, j'étais enfin revenu à la maison, au port le plus paisible de tous, celui de mon âme retrouvée.